Et aujourd'hui, on va justement parler de l'IA au service des obligations réglementaires avec Florian et les équipes de Cyberwatch. Florian, c'est à vous. Bonjour. Je vous rassure, on ne fera pas que les obligations réglementaires parce que sinon à 16 heures le deuxième jour, tout le Oh, monde va dommage. s'endormir. Euh, la présentation va faire 3 thèmes. On va faire le premier thème, la souveraineté, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, pour Cyberwatch, pour le groupe Framatome et le groupe EDF qui détiennent Cyberwatch. On va faire de l'IA parce que c'est aussi la mode et en fait on s'amuse bien avec. Et un petit peu d'obligations réglementaires, notamment NIS 2, CRA, etc., qui sont finalement le quotidien de ce qu'on doit faire cette année, mais peut-être un petit peu moins amusant. Donc moi, c'est Florian, je suis le directeur technique de Cyberwatch, un des cofondateurs. La société est une entreprise française, détenue par le groupe Framatome, filiale de EDF également. On a 10 ans d'expérience dans la gestion de vulnérabilité informatique. Et on a à peu près 800 000 clients enfin, un peu plus de 800 clients sur le secteur français et 1000 clients au global. C'est une slide que j'aime bien actualiser tous les ans. La gestion de vulnérabilité, c'est quelque chose qui devient à la fois commun, c'est-à-dire il y en a tellement que tout le monde le connaît maintenant, c'est un sujet qui est plus à démontrer, mais qui reste un sujet à adresser parmi les autres. Pour moi, c'est aussi une opportunité de la croissance du nombre de vulnérabilités. Pourquoi? Parce que, in fine, prioriser vos actions efficacement et vous faire gagner du temps, c'est le travail du quotidien des équipes de Cyberwatch. L'année dernière, on a fini avec 48 000 vulnérabilités publiées en 2025, du coup. Cette année, avec les projections, on va dépasser largement les 60 000, hein, notamment avec l'IA qui fournit aussi du code et qui permet de publier plus de vulnérabilités. On est plutôt en augmentation et sur le premier trimestre, on a dépassé les 15 000, donc je ne doute pas qu'on dépassera largement les 60 000 d'ici la fin de l'année. En plus de ça, on a aussi la chance, récemment, etc., d'avoir une structuration de l'écosystème européen sur la gestion de vulnérabilité. Au-dessus de l'ANSSI, on a l'agence européenne, l'ENISA, qui est le CERT global de l'Europe, qui, avec l'article 12 de la directive NIS 2, doit fournir une base de données européenne de vulnérabilité, l'EUVD. Ça a été mis en place et que ça commence bien à être rodé depuis l'année dernière. Une autre annonce qui est importante aussi et qui marque aussi un changement dans l'écosystème, en novembre 2025, l'ENISA est devenu un CNA de niveau route. Donc en fait, en Europe, on a la capacité de publier des CVE et c'est plus une capacité qui était uniquement à destination des organismes américains. Chez Cyberwatch, on surveille tous les CERT et tous les CERT de l'Europe. On pourrait se dire oui, on pourrait se satisfaire, dire il y a les CISAKEV qui sont des CVE importantes, on a les CERT-FR qui fournissent des alertes de sécurité aussi sur les CVE importantes. En pratique, monitorer en permanence tous les CERT permet vraiment d'avoir un suivi de vulnérabilité beaucoup plus impressionnant. Je donne un exemple juste pour illustrer très rapidement. Une petite boîte qui fait un logiciel qu'on a tous chez nous, SAP. En fait, en pratique, ils ont des vulnérabilités graves, mais au niveau du CERT-FR ou du CISAKEV, elles ne sont jamais notées comme importantes. Cyberwatch va beaucoup plus loin en surveillant tout l'écosystème et en monitorant toutes les alertes. Par exemple, là, on a la CVE 2026-05-09 qui est sortie le mois dernier, qui a été publiée et relayée par le CERT belge. Un CERT pas très loin de Lille, un petit peu plus au nord. Vous pouvez me dire, OK, c'est une CVE qui a une vulnérabilité de 9.6 en CVSS. On sait tous que le CVSS n'est pas assez précis pour identifier vraiment le risque. On a d'autres scores qui ont émergé, par exemple le PSS. Néanmoins, il y a aussi des biais géographiques qui sont à prendre en compte. Le PSS est un score prédictif, notamment par les Américains. Si on parle de vulnérabilité tout venant Windows, on va tous être avec une précision normale. Néanmoins, si on prend des logiciels plutôt européens, par exemple SAP, on peut constater que là, sur cette CVE, que le PSS en question, pour une CVE qui est très grave, est de 0,02%. Un score très faible. Pourquoi? Parce que les bases d'entraînement qui ont servi à élaborer le PSS en l'occurrence, sont entraînées essentiellement sur des technologies américaines, donc Microsoft, etc. Et en plus, les biais d'entraînement sont faits par des fournisseurs américains, notamment des sondes réseau,
des Fortinet, etc., encore des Américains, et on retrouve un écosystème qui reste pas forcément adapté à l'Europe. CyberWatch essaie de dépasser ce biais. Là, on va partir sur la partie un petit peu moins intéressante, plus terre à terre de ce qu'est le nouveau cadre européen, qui concerne justement la gestion de vulnérabilité, la gestion des durcissements et la cartographie. On a 3 normes, donc une directive, 2 règlements. L'avantage des règlements, c'est qu'il n'y a pas besoin de transposition européenne, donc ils sont déjà applicables à leur date de sortie, par exemple DORA, qui est plutôt pour le secteur bancaire et les sous-traitants. La partie NIS 2, que tout le monde attend avec impatience, mais qui est en cours de transposition et qui doit passer à l'Assemblée nationale avant d'être applicable. Et le CRA, qu'on commence à en entendre parler parce que ça va être le règlement applicable pour 2027. À quoi sert CyberWatch dans ces normes? CyberWatch est avant tout un outil opérationnel pour les volets techniques de la norme. Si on prend NIS 2, ça se décline en une vingtaine de points. Sur ces 20 points, il y en a 3 principaux que CyberWatch couvre. L'inventaire des actifs, la cartographie de vos systèmes d'information, où on va très large pour avoir tous vos actifs, la détection des vulnérabilités et la gestion des vulnérabilités, et le contrôle du durcissement, la gestion des configurations, comment on implémente les configurations dans un système. Si on va sur une norme plutôt le CRA, il va avoir des obligations et des contraintes sur ce qu'on appelle la génération de SBOM, Software Bill of Materials, qui permet de définir la nomenclature d'un produit qu'on va vendre à destination des clients. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'on sait faire avec CyberWatch. On ne couvre pas le volet organisationnel, donc le gouvernance, PCA, PRA, etc., qui reste en dehors de notre périmètre direct du logiciel. CyberWatch fonctionne en 5 briques. Cartographie, détecter et prioriser vos vulnérabilités, vos contrôles de conformité et de configuration, décider qu'est-ce qu'on veut corriger et comment on veut le corriger, et on vous accompagne jusqu'à la correction. Quand je dis qu'on couvre tout le système d'information, on couvre à la fois le cloud, donc on peut ce qu'on appelle un synap, on va se connecter sur vos environnements cloud pour regarder vos configurations. Sur la partie identité, pareil, si vous avez un Active Directory, un Entra, on va pouvoir vous vérifier les règles de conformité CIS. L'IT un peu classique, donc poste de travail, serveur, équipement réseau, hyperviseur, etc. L'OT, on va aller jusqu'au PLC, à l'automate industriel. Et sur la surface d'attaque externe, donc External Surface Management, on va surveiller vos sites web, vos noms de domaine, etc. Comment on est déployé? La détection de vulnérabilité, classiquement, on déploie avec un agent et on déploie sans agent. Sans agent, historiquement, c'est du SSH et du MinRM. En me promenant sur le salon, on voit beaucoup de sociétés qui émergent en disant « Nous, on a une approche sans agent ». C'est quelque chose de très nouveau, mais en fait, pas vraiment pour CyberWatch. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on est capable de superviser vos actifs avec un MDM comme Intune, en s'appuyant sur leur agent, qu'on est capable d'utiliser AWS SSM pour piloter vos serveurs via les API AWS, idem avec Azure, etc. Donc on n'a pas forcément besoin de déployer une configuration lourde pour faire votre gestion de vulnérabilité ou gestion des configurations. On est également les seuls acteurs à savoir faire des scans déconnectés, ce qui peut être utile pour les milieux un peu sensibles. Priorisation, j'en ai mentionné un petit peu avant. On se base sur les données de l'éditeur, donc le CVSS, la cybertrail intelligence avec des bases d'exploits de l'EPSS, etc., relativement assez classiques, plus un panel assez large d'autorités de confiance très adapté au marché européen. Je ne vais pas forcément détailler et rentrer en détail sur chaque slide, parce que ce qui va être important, c'est faire un petit peu de démonstration en réel du logiciel, mais du coup, ensuite, on vous accompagne à l'aide de la décision. L'objectif, c'est vraiment de vous donner l'approche Quick Win pour vous faire gagner du temps. On se veut comme étant un logiciel simple d'usage, avec peu de configuration et très adapté à un workflow du quotidien pour vos équipes, sans que ce soit une pénalité. Sur la partie correction, on est capable d'appliquer nativement des mises à jour, par exemple de KB, en respectant ce qui est le workflow de la machine. Donc si vous avez un WSUS pour appliquer, on peut déployer des applicatifs. Là, on va utiliser Winget pour déployer sur des systèmes modernes Windows. On est capable aussi de déployer sur des systèmes Linux, donc tout ce qui est paquet, etc. Et sinon, pour rester vraiment dans vos workflows métiers et des trucs, on est capable de s'interfacer avec des outils de patch management, WAPT, Eventy, Core Update, Intune, etc.
Si vous avez des workflows plus manuels, on peut aussi vous accompagner pour faire de la gestion de ticketing, donc c'est-à-dire ouvrir un ticket sur du Jira, du ServiceNow, du GLPI, etc. Venons un petit peu à la partie un petit peu plus fun. Donc, je pose quand même, avant de rentrer dans les détails IA, je pose juste 2-3 définitions pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, on va parler de MCP, Model Context Protocol. C'est l'API de l'IA. Comment on faisait avant le MCP pour interfacer plusieurs outils? Ben, ça se retrouvait finalement avec une API REST. On faisait un script Python qu'on faisait tourner sur une machine et qui nous faisait un petit peu d'automatisation du quotidien pour éviter de venir sur l'interface régulièrement et que ça se passe tout seul. Aujourd'hui, le MCP, c'est la même chose. Ça permet de donner des outils, des méthodes, des choix à faire à votre client LLM préféré, que ce soit du Gemini, du ChatGPT, du Claude, du Mistral, etc. Vous pouvez choisir votre LLM. On a des clients qui vont avoir des LLM aussi embarqués sur par exemple du Azure LLM, qui vont pas faire des automatisations, on va dire, plus génériques. L'idée qu'il y a derrière, c'est que CyberWatch devient provider de données pour ces outils-là, et ça permet de faire de l'analyse un petit peu plus personnalisée et de l'action dans certains cas. Vous pouvez aussi interfacer par exemple avec vos outils de ticketing. Un MCP qui marche actuellement très bien, c'est le MCP Jira. Donc en fait, finalement, votre chat peut aller collecter des informations sur CyberWatch et ouvrir un ticket, par exemple, sur un Jira ou une autre application métier. L'étape suivante, ça va être de définir des compétences d'agents à votre système. Par exemple, nous, le projet qu'on a avec certains clients, on appelle ça analyste du futur. Donc globalement, c'est de définir la règle d'engagement et la procédure que vous voulez avoir sur la gestion de vulnérabilité, adaptée pour être piloté par un agent. Donc finalement, vous allez avoir un opérateur non humain qui va faire l'exécution du workflow quotidien du CyberWatch, avec éventuellement une aide à la prise de décision au final qui va être demandée à l'humain. Démonstration. Pour ceux qui... Hop. Ok, c'est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas trop encore la plateforme, donc on a une interface où ça nous permet d'avoir quelques KPI déjà au démarrage, juste pour voir où on en est. Sur la priorisation, c'est assez efficace. Une instance client, on va dire assez classique, 100 000 vulnérabilités présentes sur le parc. Comme d'habitude, beaucoup de rouge et très complexe. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est le widget numéro 2. En fait, il reste plus que 17 000 vulnérabilités prioritaires. On choisit les méthodes de priorisation en fonction de la criticité de l'actif, et ça va nous donner ce type de ratio. Si on veut être encore à chercher le gratin du gratin, et on se concentre vraiment sur les CISAKEV, les CERT-FR ALE, on tombe finalement sur 5000 vulnérabilités, ce qui devient beaucoup plus raisonnable, avec beaucoup moins de patchs à appliquer, etc. sur les systèmes. Comment ça marche? On a parté un des items qu'on traite sur la conformité, c'est la cartographie. L'objectif à la fin, ça va être de vous faire un rapport de preuve de couverture de votre système d'information pour vous dire à l'auditeur ISO 27000, NIS2, est-ce que vous êtes assez mature sur la partie surveillance de votre système? Comment ça se passe? On va s'interfacer avec vos différentes sources de données. Ça peut être un hyperviseur, un Fortinet ou un Storm Shield, que vont avoir les machines qui sont connectées. Ça peut être un balayage réseau. Ça peut être des données issues de Certified Transparency. Dès que vous émettez un certificat TLS sur Internet, ça va rentrer dans une base, on va collecter l'information. Ça peut être des environnements Docker. Ça peut être votre Arbor, où vous avez vos registres Docker, vos images que vous déployez chez le client. Ça peut être votre interface EC2 si vous êtes sur Amazon, etc. Ou un environnement industriel. Une fois que vous avez enrôlé vos actifs, ils arrivent dans l'inventaire, où on voit la liste de machines. Ici, il y en a 185. Sur chaque actif, on va voir le résultat. Bon, là, effectivement, elles sont triées par les machines les moins jolies du parc. Donc, ça, c'est une machine un peu historique. Elle est complètement rouge, mais bon, c'est aussi voulu pour la démo parce qu'elle ne vit pas beaucoup. 8000 vulnérabilités, vous allez me dire, oh là, on a une catastrophe. Le système d'exploitation, il est obsolète. Le temps moyen de remédiation, on est à plusieurs années. Donc, vraiment, la machine apocalyptique du parc. L'autre angle qui permet au quotidien de piloter le risque, que l'on soit sur la partie vulnérabilité, défaut de sécurité ou règles de conformité, c'est on a des encyclopédies.
À l'heure actuelle, on a 343 000 vulnérabilités uniques, donc des CVE uniques disponibles. C'est beaucoup. Ce qui va nous intéresser, c'est combien on a de vulnérabilités présentes. Donc facilement, intuitivement, on peut dire, OK, moi, sur mon parc actuel, j'en ai 26 000 différentes. Donc déjà, on commence un petit peu à filtrer. Parmi ça, j'ai des vulnérabilités qui ne servent pas à grand-chose, donc on va déjà se concentrer sur les vulnérabilités prioritaires. J'en ai plus que 7 000. On va me dire, OK, 7 000 problèmes, moi, tout seul dans ma DSI, je ne sais pas encore par où commencer pour patcher. Là, c'est pas grave. C'est là où on arrive sur la partie, on va dire, gratin, en se mettant sur les catalogues. Par exemple, si on se dit, moi, ce qui m'intéresse à traiter dans un premier temps, c'est ce que le CERT-FR de l'ANSSI a publié en tant qu'alerte. Et là, on va avoir plus que 94 vulnérabilités. Si je m'intéresse un petit peu plus, je vais regarder par nombre d'actifs disponibles. Là, je vois que j'en ai une de 2023 qui concerne Windows. J'arrive sur la fiche, je vois ma répartition par groupe pour savoir est-ce que c'est plutôt des actifs dans la zone commerciale, est-ce que c'est des actifs dans la zone cloud. On peut savoir un petit peu les groupes métiers qui sont mis en place. Ça permet de dire exactement suivre l'évolution de la vulnérabilité. On fait vraiment le workflow complet, donc chaque vulnérabilité a un état d'analyse. Quand elles arrivent, elles sont à traiter, et ensuite on passe en mode en correction. Ça peut être des modes ignorés parce que c'est hors périmètre. On n'est peut-être pas forcément capable d'adresser le patch. On peut commenter pour justifier, toujours en vue de pouvoir définir un rapport de preuve pour dire « Ok, j'accepte le risque sur ces périmètres pour mes normes ». Là où on est bon aussi, c'est effectivement tous nos utilisateurs ont des dizaines d'interfaces d'administration à monitorer. C'est comment on vient sur CyberWatch. Pour ça, on a un moteur d'alerte qui est très performant, un des plus performants du marché, où fondamentalement, vous pouvez recevoir un mail pour vous dire « Ok, aujourd'hui, il y a un problème ». Là, on le voit, en l'occurrence, il y a un problème peut-être une fois tous les 3-4 jours qui vous dit « Ok, là, j'ai la vulnérabilité qui est vraiment importante, c'est la vulnérabilité sur sudo, vous la recevez par mail ». Par mail, c'est bien, vous allez me dire, OK, moi, les mails, j'en reçois des dizaines par jour, ça ne me sert à rien. On est capable également de recevoir un message Slack, Teams, ou d'ouvrir un ticket Jira, ServiceNow, etc. Maintenant, où on peut aller un peu plus loin si on a envie de faire de l'IA pour traiter cet océan de données. Hop. OK. On est compatible avec tous les chats, hein, mais là j'ai pris Mistral pour essayer aujourd'hui. C'est pas forcément le plus performant à l'heure actuelle du marché, mais ça permet de faire déjà des choses assez rigolotes. Comment on s'interface? On a intégré dans... Hop, je ne sais pas si je peux l'ouvrir comme ça. On a intégré un connecteur qui s'appelle Demo CyberWatch, en l'occurrence qui est l'instance CyberWatch, qui fournit un certain nombre de fonctions. C'est toutes les capacités qu'il a, donc en gros, il est capable de faire pratiquement ce qu'on sait faire par API, mais ce qu'on sait faire dans l'interface, c'est-à-dire récupérer des données, mais aussi faire des actions, c'est-à-dire déployer un patch, modifier les groupes, automatiser vraiment des tâches du quotidien. Hop, si je vais dans le chat, je pose juste 2 secondes le micro. Alors on va le faire travailler 2 secondes. Donc là, il va utiliser, il va se connecter, il va regarder le MCP CyberWatch, il va se dire, OK, comment je vais traiter l'information? Donc là, moi, j'ai reçu une information qui me dit, j'ai une vulnérabilité sur Word qui a l'air critique, la CVE 2026 21514. Vous me dites, est-ce qu'elle a vraiment un impact pour moi et est-ce qu'elle est présente sur mon parc? C'est une question que je peux me poser légitimement. Donc là, c'est un workflow, on va dire, de chat. Ce qui va se passer, il va aller chercher dans CyberWatch, il va voir effectivement qu'il y a une vulnérabilité d'un niveau élevé, qu'il y a une exploitabilité actuelle, un impact il va expliciter les impacts, donc ça c'est les informations qu'il cherche sur le CyberWatch. Il voit actuellement qu'on a 5 actifs où la vulnérabilité est présente, il va me dire les informations des actifs, les produits qui sont associés, bon, c'est Microsoft 365, est-ce que c'est sur les serveurs, sur quel OS c'est, les vecteurs d'attaque possibles, et il va m'indiquer quels sont les patchs qu'il faut que j'engage pour pouvoir patcher cette partie.
Voilà le genre de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire vraiment interroger la base. Maintenant qu'on a envie d'aller plus loin, on pourrait se dire aussi, moi j'ai des actifs qui sont obsolètes, comme tout le monde dans mon parc. J'aimerais rédiger un mail pour mon équipe infrastructure pour qu'ils me mettent à jour les machines qui sont obsolètes. Donc là, c'est pareil. Écris-moi un mail professionnel pour envoyer à mes collègues. Bon, après, si on spécifie exactement les collègues, ça sera complet. Il va me produire un mail pour me dire j'aurai une migration urgente, voici la liste des machines concernées, qu'il allait récupérer, le nombre de CVE qui sont présentes, etc., pour donner du contexte métier aux personnes qui devront patcher, et éventuellement, après, les risques identifiés. Et on peut englober pour planifier après la remédiation en se disant ça serait bien de le faire d'ici une date, etc. Mais ça reste du workflow, on va dire, du quotidien. Mais en tout cas, ça permet déjà de récupérer les informations, de les extraire et à destination de les envoyer. Si on a envie d'aller un step plus loin, là je vais passer sur Claude parce que actuellement c'est ceux qui sont les plus aboutis en termes d'interface pour la partie, on va dire, skills, donc compétences. Je peux apprendre à mon agent des compétences. Donc là, la compétence que j'essaie de lui apprendre, je lui dis, moi je suis un ingénieur cybersécurité spécialisé en gestion de vulnérabilité, gestion des configurations, j'utilise au quotidien CyberWatch, je suis soumis à la directive NIS2, je pourrais être soumis à DORA si j'étais plutôt dans le secteur bancaire, je suis une entité essentielle pour NIS2. Est-ce que tu peux me créer une compétence, un skills, pour gérer mon flux d'analyse de vulnérabilité de mon parc avec le MCP CyberWatch? Et je veux automatiser au maximum les actions pour avoir pas grand-chose à faire et avoir un rapport à la fin. Je l'ai borné un petit peu aussi pour qu'il. Enfin, il faudra peut-être le borner pour qu'il ne veut pas faire trop d'actions tout seul, mais on va voir que ça se passe plutôt bien. Là, il va créer son skills automatiquement. À quoi ça représente? Finalement, c'est un fichier Markdown qui va expliciter les règles d'engagement de l'agent. Donc, prérequis, effectivement, il faut avoir accès au MCP CyberWatch. Il va faire son workflow qu'on peut amender hein, si on a besoin, si on veut avoir des analyses spécifiques, etc. Donc, récupérer les données, prioriser selon un scoring NIS2 qu'il a inventé, mais bon, chaque entreprise, par rapport à sa PSSI, peut choisir son score. Je lui demande un plan de remédiation haut niveau parce que ça m'aidera pour propager à mes équipes les actions prioritaires. Et ensuite, je lui intègre une étape quand même de validation humaine pour le déploiement des correctifs. Mais là, c'est plus pour la démo parce qu'en vrai, en pratique, on pourrait très bien lui dire, moi, ce que tu as identifié comme P0, tu lances le déploiement. Sachant que lancer le déploiement dans le MCP, ça va respecter les contraintes déjà définies dans le CyberWatch. C'est-à-dire ça ne va pas le lancer immédiatement, même si pour la démo, on le lancera immédiatement, mais ça peut respecter vos périodes de déploiement. Par exemple, si vous déployez que le deuxième mardi du mois entre 4h et 6h du matin, le CyberWatch lancera que le script pour déployer à ce moment-là. Donc là, vous avez après le détail exact de la stratégie qu'il veut mettre en place pour les différentes étapes. Et effectivement, si on va à la fin, on va voir ces règles d'engagement limites. Ne jamais déployer de correctifs, par exemple, sans confirmation explicite de l'utilisateur, parce que je sais que ça peut inquiéter quelqu'un si un agent fait ça tout seul. En pratique, ça pourrait être quand même des choses qu'on pourrait faire. Ne jamais redémarrer un actif, signaler s'il y a des problèmes d'échec de communication avec les actifs, etc. Comment on lance après l'agent, le skills? On lui dit, bon là, donc du coup, il s'appelle CyberWatch Vuln Analyzer. Je lui dis, analyse-moi les actifs de démo in cyber. Donc là, on va aller les voir dans l'interface en parallèle. Hop. Si je retourne dans l'inventaire, juste pour que vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Hop, je filtre. OK. Donc là, il est en train de vérifier la connectivité, donc ça se passe bien. Il va aller filtrer les actifs, il va les regarder. Bon. Est-ce qu'il a des actifs démo in cyber? Il en a trouvé 5, ça tombe bien, dans mon interface, j'en ai 5. Sur ces 5, il va aller collecter les vulnérabilités prioritaires pour savoir qu'est-ce qui est important pour lui. Donc 5, bon. En l'occurrence, il me dit que mes 5 actifs, ils ont les mêmes CVE. Bah, effectivement, c'est des copies pour en créer 5 plutôt que 1. Il a récupéré les propriétés de l'asset, excellent, il est content. Et ensuite, il va nous générer le rapport. Donc ça, c'est la première étape. Si on regarde de l'autre côté sur l'interface pour voir un petit peu à quoi ressemble un actif. Hop.
Ok. Donc c'est un actif avec 126 CVE, donc quand même un petit paquet. Ce qui va être important pour nous, ça va être d'identifier les CVE qui sont marqués comme prioritaires, là il y en a une dizaine, versus des CVE qui ne sont pas prioritaires. Normalement, il va nous exécuter un plan d'action qui va nous catégoriser les CVE qui sont vraiment impactantes. Les vraiment impactantes, si on va dans le résumé, c'est ce qu'on retrouve ici, il va essayer de nous identifier la CVE 2025 32 463 qui correspond en fait à une CISAKEV, certes Belgique. Donc s'il arrive à l'identifier, il a réussi son job. Et ensuite, il va nous dire qu'en P1, il va avoir 7 ou 8 vulnérabilités qui correspondent à autre chose. La CVE qu'il faut vraiment acter, là, c'est celle qui est sudo, qui est ici au milieu. Donc finalement, il devrait y arriver. Il nous reste quelques minutes, il reste 4 minutes. 4 minutes. S'il est trop long, on va passer directement à la suite. OK. J'ai un autre onglet où j'avais généré le rapport avant, parce que comme il peut prendre des fois 30 secondes, 1 minute, et qu'il nous reste 4 minutes, on va aller très vite. Voici le type de rapport qu'il est capable de générer. Donc il nous génère un rapport où il va dire il y a 5 actifs, il va identifier une priorité 1, qui est attention, il y a la CISAKEV qui est ici, etc., etc. Ensuite, on va avoir un détail. Bon, comment on a généré le rapport, finalement, c'est à l'utilisateur qui a la main, hein, puisque si on regarde le skills, on va avoir les différentes sections, elles vont être nomenclaturées pour être assez stable dans le temps et pas générer un message différent à chaque fois. Ça nous permet d'avoir une stabilité sur le temps. Il va nous donner l'action, donc la P1, elle est bien mise en évidence, les P2, elles sont en dessous, les P3, etc. Il va nous faire une analyse après sur le plan de remédiation, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on corrige rapidement sous 48 heures, qu'est-ce qu'on doit corriger sur 7 jours, les différents indicateurs, le taux de compromission, de conformité de l'actif, donc les règles qui passent, etc. Il va nous faire une analyse complète de l'actif. Et puis, si on va aller jusqu'au bout, à la fin, ce qu'il nous propose, c'est est-ce que vous souhaitez déployer le P1, par exemple? Donc là, on peut lui demander de déployer le P1. Et si tout se passe bien et qu'on a la connectivité et qu'il est gentil, il va nous déployer les correctifs sur les actifs. Vous allez le voir passer en live là ils vont passer tous les CVE importants vont passer à corriger directement dans l'interface à côté. Vu qu'il nous reste peu de temps et que de toute façon il va y arriver à faire, donc là on voit qu'il passe en corrigé et en fait il va le lancer comme c'est en déploiement SSH, ça va être instantané, ça va bien d'ici 1 minute, le temps que ça déploie, ça sera patché. Il va nous dire qu'il a réussi à patcher les différents actifs, etc. Je vous propose, pour les 2 dernières minutes, si vous avez des questions, une super question, ou si vous avez envie d'essayer un prompt pour voir ce qu'il serait capable de faire, ben, je suis dispo. Alors, il y a ça, et puis on vous retrouve sur quel stand, au cas où les gens n'aient pas le temps? Le stand, c'est le D23. Donc, par ici. D comme Delta et 23. D23. Okay. Le stand D23. S'il y a une chose à retenir, c'est vrai, c'est le D23. Il faut ménager la susceptibilité des gens qui ne pourraient pas poser la question en disant vous pouvez continuer à poser la question sur le stand D23. Voilà. Merci. Je vous propose déjà qu'on applaudisse vraiment Florian pour cette démonstration passionnante, mais passionnée avant tout. Très passionné. Bon, bah écoutez, super. On se retrouve avec les équipes d'Orange d'ici 5 minutes. Je voulais vraiment vous remercier. Et puis donc, on retrouve CyberWatch très vite sur le stand D23. Voilà. À tout de suite.